Bienvenue à toutes et tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée aux éphémérides du ciel de ce mois de février 2026. En plein cœur de l'hiver, le ciel nous réserve encore de très beaux rendez-vous astronomiques et vous aurez l'occasion notamment d'observer le 12 février les ombres d'Europe et de Callisto planer sur Jupiter, un très beau spectacle pour les amateurs de planétaires. Le 17, ce sera au tour de la comète Virchow de passer au plus près de la Terre. Une occasion rare de pouvoir l'observer. Le 19 février marquera le timide retour de Mercure dans le ciel du soir. Et enfin, le 20 du mois, un rapprochement entre Saturne et Neptune à ne pas manquer. Comme chaque mois, vous découvrirez également nos pépites sélectionnées avant de conclure notre émission avec la photo du mois. Pour m'accompagner, je me retrouve avec mes deux astronomes amateurs, Mathieu et Robin, qui partageront avec nous leurs explications et puis leurs conseils d'observation pour profiter au mieux de ces événements. Débu- Débutons sans plus attendre avec notre premier rendez-vous céleste de ce mois, le 12 autour de Jupiter. Donc les ombres d'Europe et Callisto planent sur Jupiter. Et donc là, je vais laisser Mathieu nous présenter donc cet événement. Ouais, alors en début de soirée, en fait, Jupiter, elle apparaît déjà comme un point brillant au-dessus de l'horizon Est. Donc si vous démarrez votre session d'observation après le coucher du Soleil, notamment avec des instruments optiques, paires de jumelles, lunettes, télescopes ou autres, eh bien vous allez constater très vite la présence de Callisto, qui est vraiment très proche de Jupiter, mais qui auparavant était devant le disque jovien, qui l'a malheureusement quitté avant que Jupiter ne se lève, mais elle reste encore vraiment très proche de Jupiter, avec celle qui est par contre plus éloignée des lunes Io et Ganymède. Alors, en fait, il s'agit là juste d'un effet d'angle de vue, puisqu'en réalité, Io est la lune la plus proche de Jupiter et Callisto la plus éloignée. Alors, en vous concentrant sur Jupiter elle-même, vous apercevrez très probablement la petite lune Europe. Donc à partir de ce moment-là, je vais vous donner le menu du déroulé de cette observation tel que vous allez pouvoir le réaliser. Alors d'abord à 18h38 en heure légale française, vous allez avoir l'entrée de l'ombre d'Europe devant le disque jovien. À 19h54, donc un peu plus d'une heure plus tard, c'est la fin du transit de la Lune Europe en elle-même. Quelques minutes seulement après qu'Europe ait quitté le disque jovien, eh bien c'est au tour de l'ombre de Callisto de faire son entrée sur le disque de Jupiter. Donc on fait un saut dans le temps, 21h28, cette fois-ci c'est l'ombre d'Europe qui sort de devant le disque jovien. Et enfin à minuit 10, eh bien l'ombre de Callisto sort à son tour et signe donc plus ou moins la fin de l'événement. Alors, à partir de cet événement-là, donc au sortir de l'ombre de Callisto, en fait, vous allez remarquer, en déportant votre regard sur le limbe jovien qui est opposé à la sortie de l'ombre de Callisto, eh bien, l'apparition de la grande tache rouge de Jupiter. La grande tache rouge est tout simplement en train de se lever. Ou plus exactement, le Soleil est en train de se lever sur la grande tache rouge de Jupiter. Alors, concernant les ombres de satellites, comment peut-on les observer confortablement avec des instruments amateurs? Donc déjà, sachez que les ombres en elles-mêmes, on ne parle pas des lunes, hein, on parle vraiment des ombres en elles-mêmes, elles sont observables dès la moindre petite lunette de 70 ou 80 mm avec un bon grossissement. Un bon grossissement, c'est quoi? Ça va être par exemple autour de 100 fois. Quant aux satellites eux-mêmes, puisqu'on vient de parler de leurs ombres, en fait, on a un bon contraste sur les ombres, ce qui permet en fait de les voir avec un grossissement relativement faible. Mais pour les satellites, c'est un autre sujet. Euh, Quand elles passent en transit devant Jupiter, eh bien, elles sont beaucoup plus difficiles d'accès, et Europe d'ailleurs tout particulièrement, pour une raison toute simple. D'abord, parce que c'est la plus petite des quatre lunes galiléennes, mais aussi parce que le contraste entre son disque propre
et les bandes nuageuses joviennes en arrière-plan est généralement assez faible. Même un gros Dobson, d'ailleurs, ne garantira pas d'apercevoir facilement. Par contre, un gros télescope devrait vous montrer la particularité de l'ombre de Callisto, qui, à ce stade, ressemble à un disque sombre, affirmé sur Jupiter, mais pas tout à fait homogène. Je m'explique. Lorsque vous allez voir l'ombre d'Europe puis celle de Callisto, vous allez voir une petite différence entre les deux, surtout avec un gros télescope à fort grossissement. L'ombre d'Europe, elle est vraiment très sombre sur l'intégralité de la surface de son disque. Par contre, l'ombre de Callisto est beaucoup moins homogène, c'est-à-dire que le centre paraît très sombre, et en fait, on observe un dégradé en allant vers le bord, et c'est beaucoup moins sombre. En fait, le phénomène est tout simple, c'est que Ganymède, vu depuis Jupiter, n'arrive pas à couvrir l'intégralité du disque solaire. Et donc, ça génère un espèce de halo pénombral très prononcé autour de la zone centrale qui, elle, paraît en fait beaucoup plus sombre, qu'on pourrait qualifier d'ombre finalement de Ganymède. Voilà ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur ce phénomène. Merci. Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer donc que le temps soit favorable pour que vous puissiez bien sûr observer cet événement. Nous passons maintenant à ce deuxième événement qui a lieu le 17, hein. C'est la comète Virchow qui passe au plus près de la Terre. Donc, que peut-on dire à propos de cette comète? Alors, je ne sais pas si on dit Wirtschos ou Wirtskos, Hmm. je le prononcerai comme tel en tous les cas, mais en tout cas de son nom complet C 2024 E1 Wirtskos, la comète, eh bien, en fait, fut découverte le 3 mars 2024 par l'astronome professionnel polonais du même nom. Évidemment, vous l'avez deviné. Depuis le télescope américain d'1,5 m du mont Lemmon. Alors, elle est passée à son périhélie orbital ce 20 janvier dernier, à 85 millions de kilomètres du Soleil, soit quelque part, hein, pour vous représenter les choses, entre les orbites de Mercure et celle de Vénus. Alors, elle doit donc passer ce 17 février à 151 millions de kilomètres de la Terre, autrement dit une unité astronomique, ce qui finalement pour nous ne sera pas si près que cela. Alors entre-temps, ce 26 janvier est attendu son pic de luminosité vu depuis la Terre, théoriquement attendu à entre plus 7 et plus 8. Voilà, bon ça ce sont les estimations plus ou moins à la mi-janvier. Donc c'est sujet à évolution probablement au fur et à mesure que la comète va avancer sur son orbite et que les calculs vont s'affiner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bon, ce n'est pas accessible à l'œil nu si effectivement la magnitude annoncée se confirme. Par contre, ce sera possible dans une simple paire de jumelles. Alors notez toutefois qu'entre la mi-janvier et la mi-février, la comète doit transiter par quelques constellations de l'hémisphère sud, ce qui nous obligera, nous, dans l'hémisphère nord, eh bien, à attendre la seconde moitié du mois pour pouvoir la traquer. Donc elle sera à ce moment-là très basse sur l'horizon sud-ouest dans le ciel du soir. C'est vraiment une comète de compromis en fait parce qu'avant le 20 février, elle est plus ou moins inobservable et que seulement 8 jours plus tard, elle n'aura que pour seul avantage de se trouver un peu plus haut dans le ciel parce qu'en fait sa luminosité, bah, c'est logique, hein, va diminuer consécutivement à son éloignement par rapport à la Terre et au Soleil. Et puis qu'en plus, eh bien, notre Lune, qui est en phase ascendante, va éclairer de plus en plus nos nuits. Donc, conclusion, ce sera un véritable défi que cette comète, aussi bien en visuel qu'en photographie, mais pourquoi pas si le temps le permet. Merci. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette comète qui va passer donc au plus proche de la Terre. Le 19, c'est la timide apparition de la planète Mercure dans le ciel du soir. Alors cette fois-ci, bien, je vais laisser la parole à Robin. Timide et compliqué finalement. Donc effectivement, Mercure sera visible le 19, mais également dans cette période-là, hein, du mois de février.
Alors, quelques détails pour bien observer cette planète timide et pas si simple à observer. Donc, ben, en fait, comme c'est la planète la plus proche du Soleil, on a l'habitude de se dire, eh ben, faut déjà d'une part faire très attention parce qu'on va la trouver très proche du Soleil au niveau du ciel. Donc, pour repérer Mercure, il faudra soit être... de toute façon, généralement, on la repère soit très tôt le matin au lever du Soleil, soit au coucher du Soleil. Et en l'occurrence, le 19, eh bien, ça sera au coucher du Soleil, elle sera visible entre 25 à 30 minutes après le coucher du Soleil. Évidemment, avant le coucher du Soleil, on ne la voit pas, il y a trop de luminosité, mais ça ne veut pas dire elle est pas là, hein. Elle est masquée par l'atmosphère, évidemment. Donc elle sera visible euh, à ce moment-là. Et le coucher du soleil, alors ça va dépendre évidemment de là où vous êtes en France, mais il va se situer aux alentours de 18h, 18h10, 18h20. Ça dépend exactement de votre position géographique. Et donc, faut tabler sur une observation de Mercure à partir de 18h40, 19h, parce que il faut que le soleil soit suffisamment couché pour que la luminosité diminue suffisamment pour pouvoir la discerner dans le ciel. Mais évidemment, elle va être très basse sur l'horizon, donc c'est pas une planète facile à voir et on ne l'observe pas quand on veut. D'autant plus qu'il faut des conditions d'observation vraiment irréprochables, notamment avoir le moins de turbulences possible, évidemment, puisqu'on va regarder très proche de l'horizon. Et qui dit observer très proche de l'horizon peut aussi dire eh bien, de ne pas avoir de bâtiments ou autres qui pourraient gêner l'observation. Donc voilà, si vous avez un site de prédilection ou un panorama à 360 degrés pour observer le ciel, eh ben, c'est l'occasion. Mais en l'occurrence, vous aurez besoin de regarder que dans la direction ouest, puisque voilà, ça va suivre en fait le coucher du soleil. Donc voilà. Voilà pour cette observation-là, vous pourrez la voir à l'œil nu évidemment, mais toujours encore une fois en faisant quand même relativement attention puisque le soleil n'est pas loin. Attendez bien que le soleil soit couché pour être sûr, surtout si vous observez avec un instrument, pour être sûr de ne pas vous griller les yeux évidemment. La planète Mercure, c'est pas une planète très très accueillante pour nous humains et puis elle bat de nombreux records puisqu'elle a des gradients de température, c'est-à-dire des différences de température entre la nuit et le jour absolument extrêmes. En journée, on peut noter des températures supérieures à 400 degrés et la nuit, moins 180. Donc autant dire que c'est vraiment extrême. Pour autant, un fait intéressant, c'est que on peut trouver de la glace à sa surface, solide évidemment. Donc étonnant hein, pour une planète très très proche du Soleil, à la fois très très chaude, mais aussi très très froide. En fait, ce qui se passe, c'est un petit peu comme la Lune. Il y a certains cratères qui, du fait de leur position, ne voient jamais la lumière du Soleil. Et donc à ce moment-là, ils restent à des températures. Donc la zone forcément n'est pas éclairée et elle va rester à des températures très très faibles, ce qui va permettre l'apparition de glace à ce niveau-là. Ça a été notamment découvert et puis mis en évidence par la sonde Messenger qui a découvert et mis en évidence des dépôts de glace qui étaient stables dans certains cratères. Donc voilà pour Mercure. Donc c'est une planète quand même qui est pas du tout facile à voir, encore une fois, parce qu'elle est très proche du Soleil, basse sur l'horizon, et puis généralement si noyée dans la turbulence. Donc voilà. À savoir aussi que si vous arrivez à l'observer, ben, félicitations, parce que très peu d'astronomes finalement arrivent à mettre le doigt et plutôt l'œil sur cette planète qui est plutôt timide. Voilà donc pour la planète Mercure ce mois-ci. Et le dernier événement que nous vous présentons, c'est le 20, le rapprochement entre les planètes Saturne et Neptune. Alors, Robin, est-ce qu'elles seront facilement observables? Eh bien, ça sera juste le lendemain. Ça vous empêchera pas aussi de faire on va dire un package, un combo, c'est-à-dire le 19 d'observer Saturne, Neptune et Mercure qu'on a cité juste avant. Mercure sera aussi visible
toutes ces planètes seront, je veux dire, Saturne et Neptune seront aussi visibles le 19, mais elles seront légèrement moins rapprochées l'une de l'autre. Euh, de la même manière, ça sera pas si simple de les observer. Je pense notamment à Neptune. Saturne, ça devrait aller puisque c'est une planète qui est relativement brillante. Euh, mais Neptune, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et encore une fois, c'est un vrai défi de pouvoir, encore plus que Mercure finalement, parce que Neptune est très très peu lumineuse. Alors à l'œil nu, ça risque d'être particulièrement compliqué de la voir, même je pense invisible en fait, ça va être impossible. Alors si vous la voyez, peut-être que vous voyez autre chose, mais c'est très compliqué de la voir, même impossible. Vous allez pouvoir discerner Neptune uniquement avec des instruments astronomiques, un télescope ou une lunette. Euh, donc voilà, ça risque d'être compliqué. Pour parler un petit peu de l'événement, alors ça sera toujours à l'ouest, et encore une fois, peu de temps après le coucher du soleil, parce que les planètes, de la même manière, seront assez basses sur l'horizon ouest-sud-ouest. Donc encore une fois, vous aurez besoin d'un horizon très dégagé, et voilà, idéalement, le moins de turbulences possible et avec un ciel le plus clair et limpide possible, évidemment. Donc, ces deux planètes se rapprochent. Il faut se dire aussi que remettre ça en perspective lorsqu'on est observateur sur Terre, finalement, en fait, les planètes, elles sont pas du tout proches l'une de l'autre. Et elles n'orbitent même pas du tout sur le même orbite. Saturne est à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil, quant à Neptune à 4,5. Donc, physiquement, on est dans le système solaire, alors que nous, on les voit collés. Donc ça, c'est un peu le même principe aussi avec la position des étoiles qui forment les constellations. C'est pas parce que deux étoiles sont à proximité l'une de l'autre qu'elles sont physiquement proches dans l'univers. Donc voilà. Euh, je vais préciser quelques petits détails par rapport à Saturne et puis à Neptune. Saturne, c'est une géante de gaz qui est quand même très très connue pour ses anneaux qui sont spectaculaires. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué de les voir puisqu'ils sont visibles sur la tranche. Euh, alors que Neptune est un petit peu différente. Elle est classée en tant que géante de glace. Et elle a une atmosphère évidemment complètement différente et elle bat de nombreux records, notamment les records des vents les plus violents du système solaire à plus de 2000 km/h. Donc autant dire que le vent de Bretagne ou proche des côtes, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que Neptune, elle reçoit 1000 fois moins d'énergie solaire que la Terre, et pourtant, son atmosphère est nettement plus dynamique que celle de la Terre. Donc finalement, en fait, c'est lié à la composition chimique des gaz qui fait ça. Donc voilà. Finalement, Neptune, ça va être un petit défi, encore une fois, astronomique pour la repérer et puis la discerner dans le ciel. Donc, ça sera aussi l'occasion de se mettre un petit peu au défi et puis de profiter de cet événement pour tenter de l'observer. Voilà, ben, certes, une observation peut-être assez difficile, mais ça vaut le coup d'essayer. Nous arrivons maintenant eh bien, à la deuxième partie de notre émission, et c'est le moment de découvrir donc les pépites de ce mois-ci. Et donc, ce mois-ci, eh bien, c'est Mathieu qui va nous présenter sa pépite. Donc, nous t'écoutons. Oui, alors c'est un site internet que je vous propose ce mois-ci, peut-être le connaissez-vous d'ailleurs, le site theskylab.com, qui peut vous aider à préparer en fait vos nuits d'observation. Alors, lancé en 2013, le site est anglais, mais avec les outils de traduction automatique, ce n'est pas un obstacle réel, bien sûr. Il se présente avant tout comme un hébergeur d'éphémérides et planétarium et donne à visualiser, entre autres, l'aspect réel du Soleil au jour le jour, mais aussi les planètes observables avec la position de leurs satellites ou l'échelle de la taille des planètes les unes par rapport aux autres en temps réel. Des coordonnées et informations sont disponibles sur l'activité des météores ou sur les astéroïdes les plus importants,
ou encore de quoi commencer à préparer également vos prochaines éclipses solaires. Tiens donc, c'est d'actualité en cette année 2026. Des cartes 3D agrémentent richement le site, fournissant ainsi une belle expérience interactive. Mais ce pourquoi moi personnellement je l'utilise le plus, en fait c'est sa liste des comètes les plus brillantes visibles en temps réel. Et puis vu l'activité de ces derniers mois, le site en fait est une vraie mine de renseignements les concernant. Enfin, pour faire court, sachez que The Skylab est aussi disponible en tant qu'application mobile, mais uniquement pour les appareils Android, en tout cas en l'état actuel des choses. Voilà donc un site très intéressant pour pouvoir préparer vos observations. Avant de nous quitter, il était impossible de ne pas vous faire profiter de ces images d'un superbe spectacle qui s'est présenté à nous il y a quelques jours. Et donc, c'est pour cela que nous vous présentons ces magnifiques photos d'aurore boréale que nous avons eu la chance de pouvoir observer. Donc, je vous présente deux photos. Une prise donc par Mathieu et une deuxième que j'ai pu personnellement prendre avec mon smartphone. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis une nouvelle fois pour cette émission des éphémérides. Nous espérons bien sûr que vous aurez l'occasion de faire de belles observations. Et nous nous retrouverons le mois prochain pour de nouveaux événements. En attendant, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.